Et bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Steins Gate, partie 4. Aujourd'hui on parle des épisodes 13 à 16, certainement les plus difficiles à encaisser. Les plus difficiles de l'animé, les épisodes 13, 14 et surtout le 16. Le 15, on va faire une petite pause je dirais, et ça va être un peu plus calme. Mais les trois autres de cette vidéo sont vraiment pas simples. Et on va tout de suite commencer avec l'épisode 13. Nécrose métaphysique, le 29 juin 2011. On reprend les événements. Mayuri est morte. Elle s'est fait abattre par Moeka. Rintaro est en train de crier, de voir son amie morte. Et Amane, Suzu, du coup, rentre dans le labo et neutralise les gardes qui sont à côté de Moeka et met en joue Moeka. Elle demande à Rintaro et à Kurisu d'activer la machine à transfert mémoriel. Des coups de feu sont échangés. Suzu a mis au sol mais ne se prend pas de balle. Rintaro utilise la machine de transfert mémoriel pour aller quelques heures avant cet événement pour essayer de changer ça. Et, juste avant de partir, il voit Kurisu se prendre une balle. Début d'épisode 13, du coup déjà assez compliqué. On apprend juste avant que Rintaro arrive justement dans cette version de lui-même un peu antérieure de quelques heures, le lien entre Mayuri et Rintaro un peu plus en détail. On apprend que Mayuri s'est pris un gros choc quand elle a appris la mort de sa grand-mère. Elle allait sur sa tombe tous les jours et faisait le fameux salut étoilé, en espérant peut-être se faire embarquer aussi avec sa grand-mère. Rintaro, observant la scène, la serre très fort et se proclame savant fou et déteneur d'otages de Mayuri, de prendre en otage Mayuri à ce moment-là, quand ils sont enfants, du coup. Voilà. Donc là, on a l'origine de la relation entre Mayuri et Rintaro, qui remonte à plusieurs années, voire une dizaine d'années avant les événements de l'animé. Quand Rintaro revient à lui, Mayuri n'est pas là. Il la cherche partout, il est paniqué et Kurisu se doute bien que quelque chose ne va pas. Elle devine assez facilement qu'il y a eu un transfert mémoriel. Et Rintaro transmet cette panique de je sais pas quoi faire, mais je vais essayer de sauver Mayuri à Kurisu dès ce moment-là. Ensuite, au moment où il la retrouve, Rintaro va crier sur Mayuri pour lui dire non, non, on fait pas la fête, tout ça, tout ça. Et ça va être très dur ce passage parce que Mayuri, elle est en perdition totale. Évidemment, elle ne comprend pas du tout ce que Rintaro est en train de lui dire, mais Rintaro, lui, est dans sa panique et n'ose pas, en fait, dire à Mayuri ce qui va se passer. Bah, peut-être de peur qu'elle prenne pour un taré, encore plus que d'habitude, on va dire. Mais voilà, on sent une espèce de rupture entre Mayuri et Rintaro. C'est très difficile, en fait, pour Rintaro de se faire comprendre. Et parce qu'en même temps, la chose qu'il aimerait faire comprendre à Mayuri est quasiment incompréhensible. Enfin, c'est quelque chose que Mayuri peut pas appréhender, enfin que personne peut appréhender. Alerte à la bombe, on répète ça, les trains sont bloqués, un homme armé met en joue Rintaro. Ils arrivent à s'enfuir, courent, mais finalement Mayuri se fait renverser par une voiture. Et Rintaro se démène pour s'échapper de cette situation et retourner vers la machine à transfert mémoriel et recommencer. Ce cycle va durer évidemment assez longtemps. Il va demander, cette fois-ci en changeant de stratégie, à Rukako de retenir Mayuri qui est passé chez elle juste avant. Les événements ne changent pas, Mayuri va chez Ruka, puis chez une amie cosplayeuse avant de revenir. Donc là, cette fois-ci, elle retient Ruka. Et Rintaro décide de partir avec Mayuri loin en faisant un voyage. Ce qui fait croire à Ruka que ils sont ensemble, ce qui est évidemment faux. Ils vont dans la ligne de métro, après avoir été poursuivis encore une fois par une voiture suspecte. Et c'est Nae, la fille de Monsieur Brown, qui va trébucher et pousser, sans faire exprès, Mayuri sur les voies de train et va se faire écraser par le métro. Juste après qu'elle dise « C'est bizarre, la montre de Mayoshi s'est arrêtée. » Encore. Et donc on comprend déjà dès cet épisode 13 en fait, qui va se concentrer seulement sur ces deux morts de Mayuri, qu'il y a quelque chose qui veut la tuer définitivement, et que Mayuri va forcément mourir. On sent que Rintaro en fait ne peut rien faire là-dessus. Épisode 14. Nécrose physique, le 6 juillet 2011. Rintaro nous parle de centaines, voire peut-être de milliers de fois où Mayuri est morte. Ou en changeant de stratégie à chaque fois, en changeant d'itinéraire, en essayant de faire des choses différemment, Mayuri se faisait toujours tuer, soit par quelque chose au hasard, le destin, ou alors directement par les membres du CERN, par Moeka ou un de ses sbires. Ça, il n'arrive pas en fait à contourner le problème et on voit que ça commence à le hanter. Évidemment, de faire
de voir sa meilleure amie se faire tuer plusieurs centaines de fois devant ses yeux, on comprend assez facilement pourquoi ça commence à lui attaquer un peu le cerveau, à Rintaro, et que ça commence à être très difficile pour lui. Il change de stratégie en cette fois-ci allant directement au contact de Moeka, il lui prend son arme et la met en joue en expliquant à Moeka qu'il sait tout, il sait toutes leurs intentions, et Moeka explique, bah, on a notre bonne raison, parce que vous nous avez piraté, vous avez l'intention de rendre une machine à voyager dans le temps public, donc on doit vous neutraliser. Et finalement, il se fait assommer par derrière, mis dans une camionnette, et impuissant, il ne peut éviter que ses sbires et Moeka retournent dans l'appartement et retuent Mayuri. Et Rintaro, en se déménant, va réussir à se sortir de cette camionnette et va réutiliser une nouvelle fois la machine à transformer mémorielle. Donc là encore, c'est un échec, ça ne fonctionne pas. A noter que depuis ce début d'épisode 13, on n'a jamais changé de ligne d'univers. Les événements se répètent, pas forcément les mêmes événements, mais la finalité de cette ligne d'univers est la même. Mayuri meurt. Point. C'est tout. Et quoi que fasse Rintaro, ça ne change pas. En revenant après ce moment-là, il hésite à exploser la machine à transformer mémorielle. Mais Kurisu lui crie en disant « Attends, faut pas oublier que Kurisu, Daru et tous les autres n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Seul Rintaro est au courant. » Évidemment, Moeka et tout ce bon monde. Mais les événements et la finalité de la mort de Mayuri, elle est inconnue de tous les autres membres du labo. Et forcément, quand tu vois Rintaro réagir ainsi, tu comprends pas. Même si Kurisu se doute qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il a probablement utilisé le transfert mémoriel. Cette fois-ci, on va revenir 5 heures avant le drame, au moment où la machine de transfert mémoriel est terminée par Kurisu. Et à l'aide de Kurisu et des explications qu'il lui donne, on va pouvoir essayer de monter une idée, monter un plan pour sauver Mayuri, ce qui va pas vraiment fonctionner. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, dans ce passage, où Kurisu va vraiment essayer de remonter le moral de Rintaro en faisant son petit geste comme ça, de la savante folle. C'est assez marrant, on voit que Kurisu essaie vraiment de remonter le moral, elle est un peu gênée à la fois aussi, donc encore une fois, on ne perd pas le fil du rapprochement entre Kurisu et Rintaro. Ça, c'est évidemment quelque chose qui continue dans l'anime, même au niveau de cette séquence dramatique. Et ce sera aussi l'une des forces de Steins Gate, c'est que on pourrait se dire, on fait un animé rigolo et après on fait un animé triste et du coup on efface un peu ce qu'il y avait avant, quoi. Mais il y a certaines choses, certaines blagues ou arrière-pensées qui peuvent revenir, des choses classiques qui nous font peut-être sourire, mais qui au début nous faisaient en tout cas un peu rigoler. Mais avec l'ambiance pesante de la seconde moitié, c'est beaucoup plus compliqué d'être heureux en regardant même ces passages rigolos. Même si Daru fait aussi toujours ces blagues un petit peu bizarres, ça nous fait peut-être à la limite sourire, mais ça nous fait plus rire. Parce que l'ambiance est pesante. Juste avant, Suzu a débarqué. Et Suzu explique qu'il faut aller au-delà du 1% de divergence pour rejoindre la ligne bêta. On rappelle, la ligne bêta, c'est la ligne du début où Kurisu, a priori, est morte. Et donc, il faudrait revenir à cette ligne bêta pour permettre à Mayuri de vivre, ou en tout cas changer le futur selon Suzu. Et pour ça, il faut dépasser les 1% de divergence qui sont indiqués par ce petit calculateur de divergence avec ces fameux chiffres orange. Et c'est à ce moment-là qu'on va apprendre que Suzu, en fait, c'était John Titor, et qu'elle a utilisé ce fameux satellite, entre guillemets, qui est en fait une machine à voyager dans le temps, pour venir de l'an 2036. Et c'est sur cette révélation que l'épisode 14 se termine. Nécrose des liens manquants, 13 juillet 2011, épisode 15. On rappelle du coup, en 2036, grâce à Suzu, que le CERN dirige le monde, on est dans une dystopie, voilà, tout ça, on connaît. Et on apprend aussi que Suzu faisait partie de la résistance, que son père, qui est toujours inconnu, a construit cette machine à voyager dans le temps et lui a légué. Et on apprend également que dans ce futur-là, Kurisu Makise a inventé la machine à voyager dans le temps pour le CERN. C'est pour ça que Suzu la déteste. Logique. Mais forcément, Kurisu, elle n'est pas au courant de ça, vu qu'elle l'a pas encore fait. Et on apprend que Rintaro est un des fondateurs d'un groupe de résistance et que les deux, Kurisu et Rintaro, sont morts en l'an 2036. Alors c'est pas forcément qu'ils sont morts en 2036, mais à l'heure de l'an 2036, ils sont peut-être déjà morts, ou alors ils meurent en 2036, c'est pas très clair, faut dire ça change pas grand chose, on s'en fiche. Suzu veut donc retourner en 1975. Pourquoi en 1975? Pour cette fois-ci retrouver un IBM 5100 et d'effacer dans la base de données toutes les informations des 10 mails qui ont été envoyés par le labo du gadget futuriste vers d'autres membres du labo pour qu'il n'y ait plus aucune trace d'eux et que donc par conséquent le futur soit changé et par la même occasion a priori Mayuri soit sauvé. C'est ça le but de Suzu.
Mais pour ça, il va falloir réparer la machine à voyager dans le temps, car en effet, elle est cassée, non pas à cause de l'atterrissage, parce qu'elle s'est simplement matérialisée à cet endroit-là, mais à cause de la nuit d'orage qui a cassé la machine. Une nuit d'orage qui s'est passée durant la nuit des retrouvailles entre Suzu et son père, une soirée où Suzu a décidé de partir brutalement pour en fait accomplir cette mission d'aller en 1975, mais dans une ligne d'univers alternatif, et ben Rintaro s'est convaincu de la retenir pour lui faire aller à cette fête. Et c'est dans cette ligne d'univers qu'on est actuellement, et donc Suzu est allé à cette fête, et donc l'orage a frappé la machine à voyager dans le temps, et donc elle est cassée. Mais effectivement, si Rintaro n'avait pas fait ce changement, bah Suzu serait directement déjà en 1975. On serait dans une ligne d'univers différente. Pour réparer la machine, on décide de revenir le plus loin possible grâce à la machine à transfert mémoriel, soit 48 heures avant sa propre création, donc 53 heures si on veut, avant la mort de Mayori. On a du coup 2 jours complets pour réparer la machine. C'est Daru qui va s'y coller pendant que Kurisu va finir la machine à transfert mémoriel, vu que forcément elle n'est pas construite encore à ce moment-là, et que Mayori va s'atteler à la recherche du père de Suzu, en inventant au passage une fausse histoire de kidnapping, accusant le père, entre guillemets, le père de Suzu d'avoir kidnappé quelqu'un. Ce qui va un peu énerver la police. Petite séquence un petit peu plus amusante et un peu plus légère dans l'épisode 15, avec un peu les idioties de Mayori. Ça peut nous faire sourire par son innocence. C'est plutôt amusant. Donc ça, c'est le côté un peu plus léger de ces épisodes-là. On apprend aussi dans cet épisode que Amane, Suzu Amane, c'est pas le nom de son père. Donc on a peu d'indices. On sait pas comment son père s'appelait pour l'instant. Donc Amane, c'est le nom de la mère de Suzu. On veut utiliser comme indice pour retrouver le père de Suzu ce fameux badge en or où c'est marqué OSHM, 3 étoiles, puis un A, et enfin 2010. Alors, je pense que si on est attentif, et de toute façon ce sera dit juste après dans l'épisode 16, ce sera dit dans l'épisode 16, on peut se douter ce que ces lettres veulent dire. Ocarine, Shina pour Mayori, Itaru Ashida pour le H, et Kurisu Makise pour le M. Et une triple étoile pour les 3 autres membres, parce qu'ils sont a priori pas là dans cette ligne d'univers. Et le dernier, c'est pour Suzu Amane, fait en 2010. Parce qu'on est en 2010. Voilà. On peut se douter que ça va être les membres du labo qui vont les créer à un moment donné. Déjà, on peut déjà le savoir à ce moment-là et ce sera confirmé par la suite. Et à la fin de l'épisode 15, Suzu va parler avec Rintaro et va lui dire « Merci pour tout ce que vous avez fait, merci pour votre dévouement et de m'avoir permis de m'inclure et de me sentir aimé par d'autres. » Mais juste à ce moment-là, Rintaro reçoit un appel d'un gars auquel il avait parlé du badge qui lui dit « Ça me fait un souvenir, j'ai souvenir de ça. » C'est comme ça que l'épisode 15 va se terminer avec cet appel de cet Américain, a priori. Épisode 16, nécrose sacrificielle, le 20 juillet 2011. Mais les informations qu'il donne, c'est qu'à part qu'il ressemblait à un gros baril, c'était un peu un gros type, on ne sait pas grand-chose. Finalement, Rintaro va espionner et va se rendre compte qu'en fait, ce gars-là, c'était Daru. Mais Daru, il voulait simplement faire une copie du badge pour rassurer Suzu. Ce qui évidemment énerve un petit peu Rintaro parce que c'est mentir à Suzu. Mais Daru se dit, bon, bah c'était une bonne notation. Il essaie de se défendre, mais Rintaro n'est pas du tout d'accord avec ce principe-là, de mentir à son ami sur le père. Et donc cette piste tombe à l'eau très rapidement. Parce que surtout Daru est inquiet et veut rassurer en fait Suzu simplement parce qu'il a remarqué que la machine de Suzu ne pouvait aller que dans le passé. Ils ne la reverront plus jamais au moment où elle sera partie. Elle ne pourra plus aller dans le futur. Ça y est, la machine est réparée. Mayori va remarquer quelque chose. Elle va remarquer que Suzu et Daru vont très bien ensemble. Mais pas parce qu'ils sont bien ensemble, qu'ils sont un peu amoureux. Non, non. Parce qu'ils sont de la même famille. Et grâce à l'inscription et la notation du nom de la machine, FG pour Future Gadget 204, avec des versions pas possibles, 2 points je sais plus quoi, et grâce au fait que Barrel Taitor et Rintaro Okabe vont fonder un mouvement rebelle ensemble, et que c'est les seuls à connaître l'existence de ce labo en 2010, Mayori fait la déduction que Suzu est la fille de Daru. Et ils se disent, mais je te retrouve. Et Suzu dit, je te retrouve à son père. Et c'est magnifique. Même si Suzu, on sait qu'elle va s'en aller. C'est beau, c'est incroyable. Wow. C'est juste
tellement beau. Mais c'est tellement dur parce que on sait que Suzu va s'en aller. Et grâce à Mayuri, finalement, elle a pu retrouver le père de Suzu. Elle part finalement dans la machine. Merci, au revoir. Et on attend de ces nouvelles en 2010, 35 ans après 1975. De retour au labo, Rintaro observe que le nombre de divergences n'a absolument pas bougé d'un centimètre et s'inquiète. On toque à la porte, c'est pas Suzu, c'est Monsieur Brown qui apporte une lettre de Suzu et leur dit que Suzu lui a demandé de remettre cette lettre à cette équipe à ce jour précis. Mais qu'elle est morte il y a 10 ans. Et donc Suzu est morte. Et la lecture de la lettre me fait dire que Steins Gate n'est pas un animé comme un autre. Et cette lettre, je la lis. Cher Rintaro Okabe, ici Suzu Amane, ça fait un bail. Pour vous, je ne suis parti il n'y a que quelques heures, mais nous sommes le 13 juin 2000. J'ai quelque chose à vous dire, et je vais aller droit au but. La mission est un échec. J'ai échoué, 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 j'ai lamentablement échoué. Je ne me rappelais plus qui j'étais. Ça m'est revenu il y a seulement un an. J'ai été amnésique durant les 24 années précédentes. Le voyage temporel s'est mal déroulé. Les réparations étaient incomplètes. Mais ce n'était pas ta faute, papa. C'était la mienne. J'aurais dû me rendre directement en 1975. Je n'aurais jamais dû m'arrêter en 2010. J'ai pensé qu'à moi, j'ai été égoïste. Le futur ne changera pas. J'ai pas réussi à retrouver un IBM 5100. Je suis désolé, tellement désolé. Pourquoi ai-je vécu si longtemps? J'ai oublié ma mission. J'ai vécu dans l'insouciance. Pardonnez-moi, 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 je vous en prie. Oh Karine, après la réunion sur les machines à voyager dans le temps, tu m'as empêché de me rendre en 1975. Tu m'as arrêté. Cette nuit-là, l'orage a cassé la machine à voyager dans le temps. Je te demande de ne pas m'arrêter. Toute ma vie n'a été qu'un gâchis. C'est dur. Très dur de passer outre ce passage, de pas être pris par l'émotion. J'ai été vraiment effondré au moment où j'ai vu cet animé pour la première fois. Suzu nous fait ses adieux, et juste après on apprend que sa mort, c'était par suicide, par pendaison. Que pendant 24 ans c'était une femme joyeuse, agréable, et un an, au moment où elle s'est souvenue, elle était mentalement instable, comme le décrivait M. Brown, avant de se suicider. Rintaro décide de changer de ligne d'univers, de retourner dans le passé. Ça va changer la ligne d'univers parce que ça va effacer tous les souvenirs qu'on a eus avec Suzu. Et envoyer effectivement ce email, ça efface tous les souvenirs avec Suzu et tous les souvenirs que Suzu a pu avoir avec les autres. Et on passe en ligne 0409431. Suzu est toujours morte, au même moment, 10 ans auparavant, mais cette fois-ci, c'est pas le suicide qui l'a embarqué, mais la maladie. Elle est morte de mort naturelle, cette fois-ci. Alors pourquoi il n'y a plus de suicide? La raison est simple. Vu que ça a effacé les souvenirs qu'il y a eu entre Suzu et les autres, Suzu n'a plus le poids de la culpabilité. Et donc, elle ne se sent plus responsable de la fin malheureuse que ses amis pourraient avoir. Donc, elle ne se suicide pas. Parce qu'elle les a jamais rencontrés. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne se donne pas la mort et que finalement, elle meurt simplement de cause naturelle de maladie. À la fin de l'épisode, M. Brown transmet le calculateur de divergence à Rintaro, qui a changé. Et au moment où Rintaro se rend compte que les trains ne sont plus bloqués à cause de l'alerte à la bombe, il retourne très vite au labo et se rend compte que Mayuri va bien et que Mayuri n'a pas été tué. Fin d'épisode 16, est-ce que Mayuri est sauve? On le fera bien assez vite dans l'épisode 17. Mais ça sera pour la prochaine fois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un film d'animation. Après ce passage un peu difficile quand même de Steins Gate. On se retrouve pour un nouveau film d'animation. Du coup, film d'un nouveau réalisateur. Encore une fois, un film unique. Mais un film assez émouvant. C'est un beau film.
du milieu des années 2010. Et sur ce, je vous dis, à plus tout le monde.